On salue Jean-Michel Blanquer qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ancien ministre. Vous avez écrit ce livre, La Citadelle, aux éditions Albin Michel. On est au cœur du sujet. C'est simple. Hein. On est au cœur de la tourmente politique, tourmente institutionnelle aussi. On l'évoquait avec Michel Auboin. C'est la République qui vacille pour vous ce soir, Jean-Michel Blanquer? Ça dépend ce qu'on met derrière le mot République. C'est ce qu'on dit. La cinquième, alors. Alors je ne pense pas que les institutions sont en train de vaciller. En revanche, c'est la structuration partisane qui montre tous ses défauts. Il ne faut pas oublier que sous la 4e République, quand il y avait des crises très comparables, notamment à la fin, c'était justement parce qu'on avait cette structuration ternaire et aux extrêmes des partis qui jouaient l'instabilité. Donc là, on a ça, et si les choses dysfonctionnent tant depuis 2022 et a fortiori depuis 2024, c'est à cause de cette structuration ternaire. Et donc, c'est vraiment le régime des partis qui est en cause ce soir. Il ne faut pas se tromper de cible. On a plus que jamais besoin des institutions de la Ve République. En revanche, on a moins que jamais besoin du régime des partis. Et donc, il faut revenir à l'esprit. Qui a permis le régime des partis? Qui a décidé de la dissolution, Jean-Michel Blanquer? Alors, d'une part, il y a évidemment le président de la République qui a pris une responsabilité très forte en choisissant de dissoudre. Mais d'autre part, il y a aussi une sorte de responsabilité collective. On le voit à l'Assemblée nationale avec une espèce de manque de sens des responsabilités et de l'intérêt général de la part des gens qui prennent la responsabilité de cette situation. Et je crois que les Français le voient. Et que, quelle que soit leur opinion sur Michel Barnier ou sur telle ou telle mesure du gouvernement, ils ne seront pas satisfaits, me semble-t-il, de voir ce désordre s'installer. On sait très bien qu'on a besoin du contraire de ça, qu'aujourd'hui on a besoin de stabilité, on a besoin de vision. C'est difficile. Mais tout ce qui va dans l'autre sens est mauvais, et ce soir, ce qui se passe est mauvais. Oui. Donc, mais on n'a pas de solution, on n'a pas de plan B, là. Il y a forcément, il y a toujours une solution. Il y aura un plan B à Michel Barnier et Jean-Michel Blanquer. De toute façon, il faut toujours réfléchir à comment on sort par le haut de tout cela. D'abord, il faut attendre le vote, évidemment, mais ensuite, il faut évidemment que les prochains mois soient caractérisés par un gouvernement qui agit quand même. Et là, le choix du Premier ministre va évidemment être déterminant sur ce point. Vous êtes candidat ou pas? Parce que là, tout Paris est candidat, donc non, mais je vous pose la question. Je sais que vous êtes vacciné. Je suis vacciné. D'abord, je le suis en effet, mais par ailleurs, non, c'est pas du tout mon but. En revanche, ça m'intéresse, pas le poste, mais la situation. Et je pense qu'on ne doit pas, dans des circonstances comme ça, se désengager. C'est tout le contraire. Il faut avoir une vision claire. Et cette vision claire, elle consiste à dire qu'il doit y avoir une sorte de nouvelle donne, et cette nouvelle donne ne peut être que lorsqu'il sera possible de nouveau de dissoudre. Et autrement dit, quand on aura une structuration différente des partis. Et donc moi, ma réflexion, elle consiste à dire, on a besoin aujourd'hui de réunir les Français. C'est-à-dire que la grande tristesse qu'on peut avoir, c'est de se dire, en réalité, on aurait 2 tiers des Français possibles autour de 4 ou 5 grands éléments de réforme du pays. J'en suis convaincu. Par exemple, le renouveau des territoires, le renouveau de notre pays et d'une meilleure égalité territoriale, c'est un des exemples. Une plus grande fermeté régalienne, les enjeux de transformation écologique aussi. Tous ces sujets-là sont des sujets clés aujourd'hui. Et on doit pouvoir dégager une majorité autour de ça. On est en pleine crise économique. Eh bien non, c'est parce que vous me posez la question du coup d'après. Si vous voulez, le coup d'après, c'est immédiat, c'est un Premier ministre capable de rassembler. Un budget. Mais de toutes les façons, cette équipe-là n'aura que quelques mois, on le voit bien, d'autant plus qu'on a des gens qui jouent encore autre chose, qui est une nouvelle élection présidentielle. Donc ce qui est nécessaire, c'est une responsabilisation de ceux qui seraient capables de trouver les 4 ou 5 éléments de vraie transformation du pays à l'horizon 2025. Une question de Louis de Ragnel. Non, je vous écoutais pendant de manière très attentive. Dans la question que je me posais, et après je passe la parole. De plus en plus émerger la question l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Est-ce que pour vous, ça peut constituer une menace pour la Ve République, pour la stabilité de la Ve République? Et j'ajoute simplement que tout à l'heure, Boris Vallaud, qui est le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a une fois de plus appelé à la création de la 6e République. Alors il y a plusieurs choses dans votre question. Hein. La première, c'est que une éventuelle démission d'un président de la République ne remet pas en cause les institutions de la Ve République. C'est déjà arrivé par le fondateur même des institutions, donc ce n'est pas en soi cela qui remettrait en cause les choses. Deuxièmement, il y a un énorme danger à parler de 6e République. Les gens qui parlent de 6e République, à mes yeux, sont assez irresponsables. Qu'est-ce qu'on met derrière 6e République ? Vous savez, quand c'était la fin de la 4e République, il y avait une perspective possible. C'était justement la 5e, c'est-à-dire en finir avec le régime de parti et avoir des institutions solides. Aujourd'hui, ceux qui parlent de 6e République, c'est finalement
un conglomérat d'opinions très diverses. Les uns veulent plus de pouvoir du législatif, d'autres plus de l'exécutif. En réalité, on n'aura jamais dans le futur, si par malheur on faisait ça, le socle de soutien aux institutions qu'on a aujourd'hui encore pour la Ve République. Donc la Sixième République, pour moi, c'est une espèce de slogan facile, mais qui n'a aucun sens, surtout que la Ve République est suffisamment souple, on le voit d'ailleurs, pour permettre toutes les ouvertures démocratiques qu'on peut souhaiter. Donc je ne pense pas que la solution soit la Sixième République. Je pense même qu'il y a un faux débat qui serait de remettre en cause la Ve République. Ce sera encore pire que les difficultés que nous avons aujourd'hui. En revanche, il faut une solide réflexion sur la manière de recomposer le paysage politique, et puis que les Français, ceux qui nous regardent, et tous les Français, jugent les responsables politiques aujourd'hui à l'aune de leur ligne droite, à l'aune de leur clarté, à l'aune de leur cohérence. Et aujourd'hui, il y a matière à juger, si j'ose dire. Pour dire surtout ce que vous disiez, M. Blanquer, tout à l'heure, vous disiez, bon, c'est pas très responsable de la part de ces partis de penser plus à leur petite soupe qu'à l'intérêt général. Bon, il faut quand même savoir que les Français, depuis des décennies, ont l'impression que la classe politique ne s'occupe pas de leur intérêt et encore moins de l'intérêt général. Et quand vous dites, finalement, peut-être que le président de la République va attendre jusqu'en juillet une nouvelle dissolution, c'est-à-dire enjambrer cette période, peut-être avec de nouveaux gouvernements, pour sauver finalement la fin de son quinquennat, est-ce que ça, c'est pas une marque d'irresponsabilité ? Vous voulez dire de ma part ? Non, comme argument, c'est-à-dire que lui, il penserait à l'intérêt général en enjambant cette période, en gagnant du temps, alors que vous avez un gouvernement qui va tomber. Donc en fait, si c'est juste pour achever, il a dit, je serai président jusqu'à la dernière seconde, il l'a dit en Arabie Saoudite, à Florian Tardif de CNews, mais vous trouvez c'est responsable de vouloir se maintenir dans ces conditions ? C'est-à-dire qu'on est en tension entre deux principes. D'un côté, on peut souhaiter que les institutions ne soient pas abîmées par la nécessité d'une démission, et de l'autre, évidemment que si ça devait être ça la solution, il faudrait y arriver. Donc, en effet, personne ne doit dire que ça n'arrive jamais. Encore une fois, c'est arrivé pour le général de Gaulle, ça peut bien arriver pour n'importe lequel de ses successeurs. Je ne pense pas, pour ma part, que ce soit souhaitable, parce que je pense qu'il est important qu'on donne des signes de stabilité. Mais il faut que tout le monde se responsabilise. Et effectivement, le simple fait qu'aujourd'hui, les deux extrêmes jouent le jeu de la démission du président de la République est, à mes yeux, un indice que ça n'est pas de ce côté-là qu'est la solution. Mais ça dépend aussi du président de la République lui-même, de la façon dont il va faire le choix de son Premier ministre, du rôle qu'il va savoir jouer pour que l'ouverture soit maximale, mais qu'aussi les principes républicains soient intangibles et respectés. Donc c'est aussi dans la main des acteurs. Moi, je ne dis pas que telle hypothèse ne va pas arriver, on ne peut pas le savoir. Ce qui me semble souhaitable, c'est de la stabilité. Donc je pense que pour les prochains mois, c'est possible, c'est pas certain, mais d'avoir un gouvernement qui assure sur 3 ou 4 sujets prioritaires ce qu'il y a à assurer, notamment en termes de rétablissement des finances publiques, et que derrière ça, il y a un travail profond. On le voit sur le sujet budgétaire. Ce budget a été bâti à la va-vite et c'est la cause de bien des problèmes. Et il faut dès maintenant penser au budget 2026 et à la façon de changer structurellement certains éléments de dépenses de l'État, de façon à améliorer les choses. Avec aussi peu de majorité à l'Assemblée. Le travail d'ailleurs n'est pas que à l'Assemblée, le travail il est aussi dans le travail de réflexion, le travail de recul, la vision à long terme, tous ces sujets qui font terriblement défaut depuis quelques temps, depuis quelques mois en particulier, et on a besoin de cela. Mais par ailleurs, je ne serais pas d'accord pour dire que tout le monde... que toute la classe politique n'a eu qu'une vision, disons, à court terme et boutiquière de ses intérêts. Je pense que même là, dans les mois qui viennent de passer, certains ministres ont montré de la force, ont su... Bruno Retailleau a été dans ce cas-là, mais si je prends Annie Genevard, il me semble qu'elle a fait un bon travail à l'agriculture. Pour ma part, je souhaite de la stabilité à l'éducation nationale, parce que l'instabilité des 2 dernières années a été catastrophique. Donc je crois qu'il ne faut pas jeter tous les bébés avec l'eau du bain. Il faut surtout se demander encore une fois, je me répète, mais sur 4 ou 5 sujets, ce qui peut donner une... Et ce que veulent les Français. Michel Blanquer, on est dans une situation de blocage absolu, parce que Emmanuel Macron voulait éviter la chute d'un gouvernement sur le budget. On y est. La dissolution inexplicable et inexpliquée n'a produit aucun effet, si ce n'est des effets extrêmement négatifs. On l'a évoqué avec Éric Revel il y a quelques instants. On sort comment, en fait, de ce cirque ? D'abord, comme vous le savez, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. C'est-à-dire, je pense que c'est une grave erreur que d'avoir dissous. Mais maintenant, on ne peut pas disserter à l'infini sur cette grave erreur. Il faut maintenant aller de l'avant. Deuxième constat, c'est qu'on est effectivement
devant une forme d'irresponsabilité de certains responsables. C'est un paradoxe. On est un peu comme devant une chorale où tout le monde chante faux, mais où chacun veut diriger l'orchestre. Ça ne marche pas, en général. Et ça ne marche pas. Et puis surtout, ça crée de l'instabilité, puisqu'on verra à chaque fois que ça chante faux. Donc, il y a un moment où les ambitions personnelles doivent passer en dessous et où chacun doit juger en fonction de ce qu'on voit. Je ne sais pas si chacun a eu le temps de lire la motion de censure qui sera probablement votée, c'est-à-dire celle du NFP. C'est quand même une motion de censure qui, entre guillemets, insulte le Rassemblement national. Donc le Rassemblement national va voter un texte où il est lui-même insulté. Pour une formation qui dit depuis tant d'années qu'elle fait ce qu'elle dit ce qu'elle fait, qu'elle est cohérente avec ses principes, bien, ils votent un texte qui dit qu'ils sont des gens lamentables et à exclure. Dans ce cas, si eux-mêmes le disent, on va finir par le croire. Il y a un moment où, si vous voulez, ce qui paye, c'est la cohérence. Et là, dans cet exemple-là, il y a un manque de cohérence. Du côté de la gauche, ça n'est pas mieux. On a des gens qui n'ont que le mot Front républicain en bouche et qui aujourd'hui vont se satisfaire de voir leur motion votée par le Rassemblement national. Donc où est la cohérence dans les deux cas ? Elle n'existe pas. Et ça, c'est presque une question plus humaine, morale, qu'une question politique. Et donc, que chacun juge et que des sortes de recompositions se fassent ces prochains temps, de façon à ce qu'on ait une composition partisane différente dans les temps qui viennent. Et de ce point de vue-là, la responsabilité, maintenant, elle va revenir aux Français dans leur façon de juger l'épisode que nous sommes en train de vivre. Jean-Michel Blanquer, ça vous fait réagir. Le monde entier regarde ce qui se passe ici. Bien sûr. C'est pour ça Est-ce que c'est bon pour l'image de la France ? Non, c'est très mauvais. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas relativiser ce qui se passe. Et aujourd'hui, ce type d'information, enfin ce type de réalité, c'est évidemment mondial. Et le monde entier qui, parfois, a vu la France dans son meilleur aspect. Les Jeux Olympiques, demain la réouverture de Notre-Dame. De Paris. Donc la France qui fonctionne, la France souriante, la France unie, ça existe. C'est pas juste un effet de notre imaginaire ou de notre nostalgie. Ça existe et c'est possible. Et par quel mécanisme diabolique on se trouve dans la situation aujourd'hui d'avoir une représentation politique qui est en distorsion complète avec cette France de tous les jours, cette France qui n'aspire qu'à la prospérité. C'est pourquoi la victoire de ce soir, elle est quand même, à mes yeux, d'abord et avant tout, et dans la suite de ce que vous avez dit, pour Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une stratégie du chaos. Le fait que Marine Le Pen s'en fasse le relais a quelque chose de significatif. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de grave qui se passe sous nos yeux pour cette raison-là. Jean-Michel Blanquer, juste encore un mot de votre livre, La Citadelle. Vous étiez au cœur du pouvoir. Vous avez côtoyé Emmanuel Macron pendant des années. Vous le connaissez parfaitement. Il est quand même le grand architecte de ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui est passé dans la tête quand il a décidé, encore une fois, de dire « je leur envoie une grenade découpillée dans les jambes » ? Alors, architecte, c'est pas le mot que j'utiliserais. Des constructeurs, alors oui. La grenade dégoupillée, c'est pas le fait des architectes. L'artilleur, alors. Comme vous le savez, je fais une grande différence entre le premier quinquennat et le deuxième quinquennat, et pour cause, j'ai vu se dégrader les choses en fin de premier quinquennat. C'est pour ça que j'ai utilisé ce titre de Citadelle. C'est parce que, ça dit tout. Parce que tout pouvoir, et celui-ci comme d'autres, court le risque de citadélisation, c'est-à-dire de se recroqueviller, de perdre le pied avec la réalité, de se couper, ce qui est le contraire de la promesse de 2017, qui était justement d'écouter, d'être dans une forme de bienveillance et d'ouverture. On a eu, en fin de quinquennat, et pour différentes raisons, un effet inverse, et ça se paye très cher. Ça s'est payé, ne l'oublions pas, dès les législatives de 2022, en réalité, qui sont à l'origine de toute la suite. Et donc, ce moment de la mal-réélection, si je puis dire, et des atermoiements du début de l'année 2022, nous les payons cash aujourd'hui. Et on peut faire des analyses plus détaillées dans le livre, mais on peut faire 1000 analyses. Mais encore une fois, elles sont utiles parce qu'elles nous permettent de réfléchir au futur. Mais on doit vraiment être tourné vers l'avenir et ne pas trop ressasser non plus les causes bien visibles de tout ça. Avançons, vous avez raison. Par contre, aller de l'avant. Éric Revel a une question. Vous savez, je pense que les Français regardent ça avec un œil écœuré. Parce qu'en réalité, ça ne change pas leur quotidien. Peut-être ça les fait rire. Non, mais je voudrais juste prendre pour exemple le résultat de la 12e vague de fracture française de Cevipof Institut Montaigne. Il y a 2 chiffres qui m'ont frappé, au-delà du fait que 87% de nos concitoyens pensent que la France est en déclin et que ça s'est accéléré sous Emmanuel Macron. 2 chiffres, c'est confiance dans la présidence de la République, 26%. Confiance dans les députés, 22%. Ça veut dire qu'au-delà de la crise politique qu'on vit, je pense que c'est bien plus grave que ça. Il y a une crise des institutions politiques en France
les Français ne croient plus à ce qu'on leur raconte parce que ça ne change pas leur sort. Vous parliez d'intérêt général tout à l'heure, M. Blanquer. Très bien. Mais les Français, quand ils voient ce spectacle et quand ils voient comment leurs conditions depuis des décennies ne s'est pas forcément améliorée, même si les salaires réels ont augmenté, en fait, ils ont un dégoût total. Alors, je ne sais pas ce qui va sortir de tout cela, mais 22% de nos concitoyens qui attribuent de la confiance aux députés de la République française. C'est terrifiant. Jean-Michel Blanquer. Non, je suis d'accord en bonne partie avec vous. Là où je fais vraiment une distinction qui a beaucoup d'importance, c'est entre parler d'institution et parler de la classe politique. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, c'est une institution. La présidence de la République, c'est une institution. Si on regarde, par exemple, dans ce type de sondage, la popularité des maires, oui, 70%. Elle est très grande. Très souvent, c'est 70%. Quand vous avez des grands-mères qui deviennent ministres, ils ne sont pas pour autant devenus des personnalités épouvantables. Donc je fais très attention à ne pas être dans un discours alors d'abord, de dénigrement des institutions. Je pense que leur solidité est plus nécessaire que jamais. Donc là, c'est vraiment, ça peut se discuter, mais c'est vraiment ma conviction, et c'est aussi en tant que constitutionnaliste que je le dis. Et je me méfie justement des débats d'aujourd'hui là-dessus, parce que je me dis, on est capable de jeter le bébé avec l'eau du bain en se trompant de diagnostic. Et deuxièmement, le discrédit de la classe politique, et là vous avez évidemment en partie raison, mais même là-dessus, je pense qu'il faut savoir apporter de la nuance pour ne pas être dans le tous pourri, parce que d'ailleurs le tous pourri, c'était par exemple le discours de Marine Le Pen. Alors elle est là-dedans aujourd'hui, elle est elle-même dans les pourris qui sont députés. Quand on dit qu'on n'aime pas les députés, ça veut dire qu'on n'aime pas tous les députés de toutes les tendances. Vous voyez, il y a immédiatement un risque. J'ai pas dit que c'est ce que vous avez dit, j'ai dit que c'est le risque de ce qui se dit aujourd'hui sur la classe politique.